tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro des hors-séries d'Ailleurs dans le monde. Pour évoquer l'économie du continent africain, je vais rejoindre immédiatement M. Zézé Stanislas, PDG de Bloomfield, et M. Youssouf Karious, DG de Pulsar. Bonjour, M. Stanislas Zézé. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim, je suis bienvenue à Bloomfield. Je suis avec Youssouf Karious, qui est notre ancien chef économiste, donc évidemment qui est de la maison. Donc nous vous recevons ici à Bloomfield Investment. Merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie. Merci de nous recevoir pour évoquer l'économie du continent africain, un vaste sujet. Alors nous allons remonter très loin dans le temps, juste de manière sommaire, histoire d'expliquer un peu aux téléspectateurs l'historique de l'économie du continent africain. Alors, à l'époque des empires et royaumes, quelle était finalement la spécificité du système économique sur le continent? Est-ce qu'il en existait un? Oui, bien sûr. Je crois que je commence, Youssouf pourra compléter. Bien sûr, enfin, il y avait la logique de troc, d'échange. Le système économique était dynamique, était plutôt très présentiel, c'est-à-dire que les gens se rencontraient, faisaient du commerce, faisaient des échanges. Il y avait une compensation en réalité de produits. Ceux qui proposaient un produit, en réalité, qu'ils avaient en excès, essayaient de prendre chez les autres ce que les autres avaient en excès. Donc cette logique d'échange qui d'ailleurs est définie le commerce et l'économie, donc la production et ensuite la commercialisation. Oui. Effectivement, Stan, ce que tu dis est très vrai. Enfin, il y a qu'à s'intéresser les chercheurs ont fait des études là-dessus. On retrouve des traces d'échanges économiques jusqu'en Asie, d'échanges post-coloniaux, effectivement. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dès lors qu'on a passé la colonisation et qu'on est devenu indépendant, ben, on reste souverain de son avenir. Et du coup, c'est ça qui pour moi, est véritablement important. Et je ne suis pas de ceux qui vont se cacher derrière un petit peu la colonisation et ses impacts pour dire qu'on a un retard de développement. On a un retard de développement parce qu'il y a certaines choses qu'on a mal faites. Il y a d'autres choses qu'on a bien faites. Et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tout à fait. Alors, intéressons-nous à la colonisation, vous en parliez à l'instant. Comment la colonisation du continent par les pays d'Europe occidentale a finalement impacté le développement de l'économie africaine? Même si vous dites qu'elle ne peut pas, ce n'est pas cette colonisation qui freine le développement du continent, mais elle a certainement eu un impact. Oui, quand on parle d'économie avant des indépendances, ce n'étaient pas des économies africaines, c'était des économies coloniales. Donc l'objectif justement de la production était destiné au continent européen. Donc évidemment, c'était vraiment le minimum était mis en place pour assurer justement que cette production soit rapatriée finalement vers le continent européen. Donc on ne peut pas vraiment parler d'économie à ce moment-là. Et je crois que c'est important ce que Youssouf a dit tout à l'heure. Il faut qu'on commence à s'intéresser à l'économie des pays africains à partir de leur indépendance. 60 ans d'indépendance pour la majorité d'eux en général. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quelles ont été les stratégies mises en place? Quel a été le modèle économique et politique d'ailleurs? Parce que c'est le modèle politique qui va définir le modèle économique. Qu'est-ce qui a été mis en place pour jusqu'à maintenant voir si, quand on fait le bilan, on est arrivé... on peut dire que ces politiques économiques ont été de bonnes politiques économiques pour arriver à un niveau de résilience. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on va évaluer, c'est le niveau de résilience. Pendant 60 ans, quelles ont été les politiques publiques mises en place pour développer l'économie? Quels sont les modèles qui ont été mis en place? Quels sont les modèles politiques qui nous ont menés à ce système économique aujourd'hui? Oui, effectivement, pour moi, c'est ce qui est véritablement le plus important, c'est de comprendre. Alors, effectivement, la colonisation nous a mis dans un système économique qui a servi, si vous voulez, à exporter des ressources naturelles dont vraiment l'Occident avait besoin. Et malheureusement, je trouve qu'on est encore un petit peu inscrit dans ce modèle-là. Quand vous regardez un peu les ressources minières, les ressources minérales du continent, elles servent aujourd'hui pour la technologie, pour l'aérospatiale, pour énormément de secteurs d'activité qui sont beaucoup plus développés ailleurs que sur le continent. Et c'est des questions de fond en fait qu'il faut se poser. Ouais. C'est comment est-ce que sortir de cette indépendance, j'arrive à restructurer mon économie de sorte à mieux servir les intérêts locaux que les intérêts extérieurs.
Mais donc, dans les années 60, plusieurs États africains ont obtenu leur indépendance. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une indépendance économique à ce moment-là? Écoutez, comme je dis, hein, c'est-à-dire que l'indépendance économique va dépendre de l'indépendance politique. Ceci dit, même s'il y a beaucoup de théories sur le néocolonialisme, des théories sur la mainmise de l'Occident après les indépendances, je crois qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent la responsabilité. Qu'ils prennent la responsabilité. Vous savez, le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Et je crois que la façon dont on s'organise et la façon dont on se structure et qu'on se comporte va justement permettre d'acquérir progressivement ce pouvoir-là. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire qui, au début des années 60, était un pays très prospère, hein, avec 3 cultures d'exportation essentielles, le café, le cacao, le bois, dont d'ailleurs qui a fait les 30 glorieuses de la Côte d'Ivoire à un moment donné, avec des revenus très élevés parce que les prix des matières premières étaient très élevés. Mais après, c'est justement, comme Youssouf disait tout à l'heure, c'est quand vous considérez, quand vous regardez tout ça, vous voyez que les matières premières, finalement, ne sont pas nécessairement un atout. Les matières premières sont des actifs de ces pays africains-là, mais ça devient un atout quand vous capitalisez sur la chaîne de valeur. Donc vous avez des matières premières et vous rentrez dans une logique de les transformer pour justement profiter de la valeur ajoutée et servir le marché local, domestique d'abord. Donc rentrer dans une logique d'autosuffisance dans tous les besoins. Je crois que la logique même d'économie est une logique d'indépendance, pas une logique de dépendance. Donc, et c'est là où on se rend compte que beaucoup de pays africains ont fauté dès le départ, parce qu'ils sont restés dans cette logique de continuer à être psychologiquement dépendants. Donc évidemment, ça se reflétait dans les politiques qui étaient mises en place. Là, vous parlez de la volonté, mais était-il en capacité d'être indépendant économiquement dès les années 60? Ben, je pense que honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Stan, mais c'est tout un processus en réalité. Il y a à certains moments donnés des choix difficiles qui peut-être auraient dû être pris, qui n'ont pas été pris. Quand on parle de néocolonialisme, effectivement, c'est une intrication véritablement entre deux systèmes. C'est pas uniquement, on a tendance à le voir comme l'envergure impériale de la France sur ses anciennes colonies africaines, mais en réalité, ça part aussi parfois, politiquement, de l'Afrique vers la France. Et ça, c'est des choses qu'on oublie, ou que peut-être même, je pense que les historiens ont négligé peut-être quelque part de pousser aussi les études et les recherches dans ce sens-là. Donc c'est vraiment des intrications. Et pour moi, les décisions difficiles qui auraient dû être prises à une certaine époque, c'est véritablement la rupture de ce système pour servir le bien commun, mais local. Alors quand on parle de servir le bien commun local, il ne faut pas le voir comme une économie qui est complètement renfermée sur elle-même. Mais naturellement, le sens de l'économie même, c'est quoi? C'est d'abord servir les gens qui composent le territoire en réalité. C'est d'abord servir les intérêts de ces personnes-là. Dès lors que vous faites des taux de croissance énormissimes et que le bien-être local se détériore, c'est que l'économie ne sert pas sa population. Et je pense que c'est ces décisions-là qui sont importantes aujourd'hui, comme elles l'étaient déjà à l'époque. Donc vous nous dites que finalement, les États africains ont aussi leur part de responsabilité dès les indépendances. Mais il y a quand même plusieurs périodes de l'histoire, une histoire commune entre nos deux continents, où on voit des institutions s'immiscer dans les affaires du continent. Par exemple, les années 80 ont été aussi un tournant économique pour les États africains, notamment avec les politiques de restructuration des institutions de Bretton Woods. Quelles ont été les incidences de ces décisions sur les économies? Je crois que les pays africains sont arrivés à cette situation-là parce que justement, comme Youssouf disait, il y a des décisions difficiles qui allaient prendre qui n'ont pas été prises. La Côte d'Ivoire a tenté l'industrialisation au milieu des années, début des années 70 jusqu'à la fin des années 70 qui n'a pas fonctionné. Évidemment, peut-être que les bonnes décisions n'étaient pas prises, mais évidemment, ces décisions de permettre que les institutions de Bretton Woods viennent reformer justement cette approche économique pour pouvoir donner une marge de manœuvre aux pays africains en leur apportant une aide. Et cette aide, justement, en contrepartie, il y a eu ces programmes d'ajustement structurel
qui finalement n'ont absolument rien donné, et qui ont finalement plus appauvri les pays africains qu'autre chose. Parce que à la période des 30 glorieuses de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait énormément d'investissements publics dans les infrastructures. Des fois, ces budgets d'investissement d'infrastructures publiques étaient multipliés par 3-4 à cause d'énormes revenus issus du cacao, du café et du bois. Et donc les bonnes décisions n'ont pas été prises dans cette logique d'industrialisation. Donc évidemment, les pays ont commencé, avec la baisse du prix des matières premières, les pays ont commencé à s'endetter. La dette a commencé à être insupportable, des déficits budgétaires de 12% et autres. Et donc à ce moment-là, c'était peut-être si vous voulez, le tournant décisif où les pays devraient se prendre en charge, revoir leur politique, plutôt que de mettre le destin dans les mains des institutions de Bretton Woods. C'était peut-être la grosse erreur. Je ne sais même pas si c'était une bonne idée. Hein. C'était une fuite en avant peut-être, ou c'était décider que ce soit quelqu'un d'autre qui résolve leurs problèmes. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Enfin, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'était pas une bonne idée. Je crois que c'était là où il fallait s'asseoir et décider. Mais vous savez, malheureusement, les systèmes politiques dans lesquels nous sommes ne permettent pas l'ouverture des débats, ne permettent pas des débats très approfondis, parce que les systèmes sont concentrés, dans la majorité des pays africains, le pouvoir est concentré dans l'exécutif. Donc finalement, le législatif ne sert pas de structure de contrôle et de suivi, le judiciaire de structure qui va trancher. Et donc du coup, le pouvoir étant concentré, et avec la culture africaine, où même dans l'exécutif, le pouvoir est hautement centralisé. Donc évidemment, ça ne permet pas d'avoir un grand débat. Donc je pense que le moment des grandes décisions nécessite des grands débats, des débats ouverts, constructifs, et où on arrive à des compromis politiques et économiques pour prendre des grandes décisions. Et ça a été raté. Et malheureusement, cette logique d'aide et de main tendue a continué jusqu'à maintenant. On va revenir tout à l'heure longuement sur le patrimonialisme de nos continents. Vous parlez déjà de l'aspect politique qui est très important ici sur le continent et qui est souvent s'entremêle avec l'aspect économique. Mais dans les années 90, le multipartisme s'est imposé dans à peu près tous les pays africains. Est-ce que cette évolution politique a été bénéfique pour l'économie ou pas du tout ? Écoutez, moi, ce que je retiens, en tout cas, de la lecture que j'ai de l'histoire récente de nos pays, c'est que, pour moi, il faut sortir des idéologies au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, le point sur, justement, les plans d'ajustement structurel, pour moi, c'est une logique idéologique. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit dans une logique ultralibéraliste idéologique parce qu'effectivement, le monde y était à l'époque, là où des États africains qui étaient en train de se bâtir n'en avaient pas besoin. Quand vous fragilisez l'État, alors même que vous avez des investissements structurants qui ne sont pas par logique rentables, mais qui ont besoin d'un État fort pour se faire, quand vous soignez des gens, c'est des investissements qui ne sont pas rentables en réalité. Quand vous construisez des réseaux routiers, quand vous construisez des réseaux électriques, ce sont des investissements qui, par définition, sont difficilement rentables. Donc vous avez besoin en réalité d'un État fort pour construire ce type d'investissement. Et le multipartisme, c'est aussi de l'idéologie. Moi, je ne crois pas que, par exemple, la démocratie, ce soit le système idéal. Je pense qu'il y a des compromis à avoir. C'est le moins pire, paraît-il. C'est le moins pire, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, il faut sortir de l'idéologie d'abord et être très pragmatique. Est-ce qu'on préfère avoir une démocratie exacerbée quand les populations meurent de faim ? Ou est-ce qu'on préfère avoir des populations qui, à la fois, ont le droit de vote, qui ont le droit de s'exprimer, et en même temps qui ont les moyens de subvenir à leurs besoins ? Je pense que c'est ça la vraie question. C'est pas faire du copier-coller de ce qui nous vient de l'extérieur, c'est adapter les modèles politiques aussi à nos besoins locaux. Et ça, c'est très important. Le multipartisme en Côte d'Ivoire, pas qu'en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, je pense dans la plupart des pays africains, ont exacerbé une sorte de sentiment patriotique pour une patrie qui en réalité n'est pas notre propriété, n'est pas de notre fait. C'est quelque chose que nous avons subi. C'est les accords de Berlin, je crois que c'est 1885 à l'époque. Donc les frontières en réalité qu'on connaît aujourd'hui, on les défend au bec et ongles, mais en réalité on est d'abord peut-être régionaux avant même d'être panafricains, mais c'est quelque chose qu'on a oublié. Et le multipartisme a contribué à construire cet oubli-là aussi. Pour moi, ce qui est le plus important,
c'est d'abord d'être conscient qu'on a une appartenance commune avec un certain nombre d'autres personnes, y compris d'autres pays de notre région. Et c'est derrière ce sentiment d'appartenance qu'il faut bâtir à la fois effectivement des liens économiques, mais aussi des liens politiques. Et je pense que le multipartisme a peut-être négligé un petit peu ces questions. Et d'ailleurs, aux indépendances, pour en revenir là, le RDA à l'époque était un petit peu dans cette logique-là de rassemblement qui était au-delà même des frontières ivoiriennes. Donc c'est des choses qu'on a perdues. Je pense que le multipartisme sur le plan économique a peut-être, alors si on veut analyser vraiment à très court terme, a peut-être apporté un petit peu plus d'instabilité sur le plan économique parce que c'est des mandats courts, là où les besoins de stratégie, de politique à long terme sont criants. Donc naturellement, quand vous avez des mandats très courts, avec, comme disait Stanislas tout à l'heure, une hyper-concentration des pouvoirs aux mains de l'exécutif, forcément, si vous avez un président qui ne fait pas le job, ça se voit tout de suite. Et l'impact derrière est un impact à très long terme. Donc naturellement, on peut considérer que le multipartisme a apporté une sorte d'instabilité sur le plan économique, bien que ce soit un besoin de démocratie qui a été exprimé. Mais attention, pour moi, au copier-coller des modèles idéologiques. À vous écouter, on doit s'interroger sur finalement qui nous sommes avant de proposer... Je crois que c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale, c'est qui nous sommes, où voulons-nous aller, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui pourrait être bien pour nous. Mais ça nécessite un débat interne ouvert, transparent, honnête, franc, et qui nous permettrait de justement établir tout ça. Si on n'est pas capable de le faire, ou si on refuse de le faire, on va continuer à tourner en rond. 20 ans après, on sera encore en train de parler de quel est le modèle économique et politique de l'Afrique. Bon, l'Afrique traverse aussi de multiples crises. On va parler de l'aspect, on va dire l'instabilité chronique de ce continent, les conflits, les guerres civiles, ou plus près de nous, malheureusement, le terrorisme déstabilise nos États. Peut-on évaluer les répercussions économiques de ces situations ? Mais en fait, ce sont des crises, si vous voulez, qui révèlent un petit peu de façon très exacerbée, en réalité, nos faiblesses. Mais ces faiblesses, elles existent depuis longtemps. Quand Stan parle d'instabilité, enfin si vous voulez, de réflexion sur ce que nous sommes, entre guillemets, sur nos environnements politiques, sur notre structure politique, ça vient de là. Les crises viennent révéler, en réalité, ce qui ne fonctionne pas déjà structurellement. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la crise actuelle du Covid, je peux vous garantir que c'est des crises qui, à l'extérieur, quand on les lit de l'extérieur, quand on regarde ce qui se passe dans les pays occidentaux et quand on regarde nos pays, on n'est pas impacté de la même manière. Mais ce sont des crises qui vont révéler des choses criantes. Par exemple, vous regardez ce que font aujourd'hui les politiques monétaires, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, pour résoudre les problématiques de crise. Ce sont des outils que dans nos environnements, on ne peut absolument pas utiliser parce qu'on a volontairement délaissé notre politique monétaire. Donc ça, ce sont aussi des décisions peut-être difficiles à prendre, parce qu'effectivement, ça remet en cause beaucoup de choses, et les risques sont aussi importants, mais c'est des problématiques et des réflexions, effectivement, de fond, qu'il faut avoir, et peut-être qu'on néglige à défaut, parce que, justement, quand il y a la moindre crise, ça révèle tout de suite, en réalité, les défaillances qui existent depuis de nombreuses années. Les systèmes de défense, quand vous parlez de terrorisme, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso sont en première ligne de ce type de risque-là, là où l'ensemble de la région ne pense pas en réalité à un système de défense régionale. Voire en tout cas de façon... on y pense uniquement en période de crise, alors que c'est des réflexions qu'on devrait avoir. On manque de planification ? Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est là où la politique a quelque chose d'important en termes d'impact. Quand vous avez des réflexions stratégiques, politiques qui ont lieu uniquement sur des mandats de 5 ans, voire sur 10 ans, ce n'est pas suffisant pour des États qui sont aussi fragiles que les nôtres et qui ont besoin de se structurer et de se penser pour les 100 ans à venir. C'est ce qu'a fait l'Asie du Sud-Est, c'est ce qu'a fait la Chine, par exemple, pour sortir un petit peu de ces difficultés. C'est des réflexions. Alors, il y a effectivement le jeu politique qui doit se jouer, ça n'empêche pas. Mais par contre, il faut qu'il y ait sur certains sujets structurants, il faut qu'il y ait des réflexions qui nous mènent sur des siècles.
Et ça, c'est pour moi la seule solution qui va nous faire sortir un petit peu des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y ait peut-être un conseil de sages. Alors, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais chez nous, on a l'habitude de ce genre de structure-là. Quand vous rentrez dans nos traditions, les conseils de sages, ça parle. Il faudrait qu'on ait un conseil de sages, comme un bureau politique en Chine, par exemple, qui réfléchit sur nos problématiques à très long terme, en dépassant les clivages politiques et qui nous sortent en réalité des politiques économiques sur 5 ans. En Chine, il n'y a pas de clivage politique, tout le monde est communiste. En tout cas, le pouvoir... Les communistes aujourd'hui, plus trop. Non, pas économiquement, ils sont capitalistes, ils sont peut-être même les premiers capitalistes sur le plan économique, mais sur le plan politique, ils ont gardé l'idéologie. En réalité, ce sont des... Justement. Oui. C'est ça le plus important. Comme je disais tout à l'heure, il faut que le système que vous mettez en place soit adapté à vos réalités et qui fonctionne. Et Youssouf l'a bien dit clairement, les crises viennent tester votre résilience et viennent tester les modèles que vous avez mis en place. Vous allez remarquer dans les pays occidentaux, en général, après une crise, il y a une grande réflexion, une grande réforme qui est mise en place, différent du système, du modèle qui est mis en place. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en Afrique. Vous pouvez voir, pendant cette crise, on voit très peu enfin, si vous voulez, au-delà de venir donner si vous voulez, les instructions sur ce qui va se passer ou sur les mesures qu'on prend, il n'y a pas de débat qui seront engagés. Je crois qu'au-delà de la réaction d'urgence, il faut commencer des débats, si vous voulez, en profondeur sur l'anticipation du futur. Cette crise sanitaire est venue montrer la faiblesse des systèmes de santé et la priorité des systèmes de santé de toute façon. Vous regardez les budgets, vous regardez ce qui est la part des systèmes de santé, c'est très faible. L'implication dans les systèmes de santé, très faible. À un moment donné, justement, ce genre de crise-là permet de remettre en question les priorités et de les remettre sur la table, de mettre le débat de priorité sur la table et discuter. Mais on ne le fait pas 50 ans après. Non, on le fait pendant que la crise est en train de se dérouler. Il y a la réflexion sur la réaction d'urgence, ce qui est extraordinaire. Beaucoup de pays africains, au départ, ont eu des réactions extraordinaires. Mais ceci dit, après, ils se sont bien rendus compte que ces réactions de départ ne correspondaient pas à l'évolution de la pandémie. Donc, il n'y avait pas eu, entre-temps, de réflexion, d'ajustement. La deuxième chose, c'est pendant qu'on est en train de gérer l'urgence, on ne voit pas de réflexion sur plus tard, sur comment on évite cette crise dans 50 ans ou dans 100 ans, parce que de toute évidence, c'est une crise qui semble se répéter chaque 100 ans. Et ça, c'est une crise sanitaire d'envergure, mais il y a d'autres crises aussi. Donc, c'est la grande réflexion qui doit se faire, elle commence pendant la crise. Donc, il y a une équipe qui gère l'urgence, et il y a une équipe qui réfléchit sur anticiper ça dans 100 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, mais c'est avec un débat ouvert. Comme il disait, les États aussi ont des agendas cachés parfois, notamment en période électorale. On a l'impression que les priorités sont ailleurs. En fait, c'est le jeu politique et c'est vrai qu'il est aussi nécessaire. Hein. Sincèrement, on ne jette pas la pierre uniquement. Enfin, le jeu politique est aussi nécessaire, ça permet de nourrir un débat, ça permet d'avoir une sorte d'inclusion en fait, de la population à son système politique et ça a son importance. Mais en réalité, vous y connaissez, Fatim, un petit peu en économie, tout comme moi. Combien de crises conjoncturelles il y a eu sur les matières premières. À chaque fois qu'il y a une crise conjoncturelle, ça arrive à peu près tous les 8-10 ans, à chaque fois qu'il y a une crise conjoncturelle sur les marchés des matières premières, on se dit « Ah, mais les pays africains vont être impactés ». Et à chaque fois, ils sont impactés. Je veux dire, ça devrait pas être quelque chose qui devient une surprise. La dernière date d'il y a à peine 5-6 ans. Bon, ça devrait pas être quelque chose qui nous surprend. Au bout de 60 ans d'indépendance, je veux dire, les marchés des matières premières ne nous ont pas attendus pour fluctuer. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que cette problématique, elle existe. Celui qui gouverne aujourd'hui, il sait que dans les 3 à 4 ans à venir, il va faire face à une crise conjoncturelle de ce type. Donc quand votre économie est structurée autour des ressources minérales et minières, autour des ressources naturelles, quelles mesures structurelles est-ce que vous prenez
pour absorber ce type de crise. Ce ne sont pas des mesures conjoncturelles, ce sont des mesures structurelles. C'est-à-dire que ce n'est pas des mesures qu'on va... Alors la différence entre pas les des deux, mesurettes. voilà, ce ne sont pas des mesures court terme pour gérer la crise quand elle arrive, ce sont des mesures structurelles qui permettent à l'État et enfin à l'économie de subsister, quelles que soient les conditions conjoncturelles sur les marchés extérieurs. Et c'est de ce type de réflexion-là, en réalité, qu'il s'agit. C'est la fin de la première partie de cette émission consacrée à l'économie africaine. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les atouts et les faiblesses du continent africain, notamment la corruption. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, mêmes invités sur RTI 1.